Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute de la place de l'individu au sein des structures sociales. Il explique que les structures sociales sont nécessaires pour maintenir un équilibre au sein de la société, mais elles ne favorisent pas nécessairement l'épanouissement de l'individu sur le plan personnel et identitaire. Il souligne que lorsqu'on parle de l'individu, on parle de l'être humain essentiellement, et non de l'homme dans son aspect social, économique ou politique. Il ajoute que l'évolution de l'identité de l'homme se fait en fonction d'un esprit créatif universel, et non en fonction de la 5e race racine. Concernant la 6e race racine, il affirme que sa structure sociale sera différente de celle existante, car elle sera basée sur la relation paranormale entre l'homme et le plan éthérique, et elle sera tournée vers des contacts avec des intelligences d'autres mondes. En ce qui concerne le capitalisme, Bernard de Montréal ne se prononce pas sur son éventuel échec dans les années futures. Le capitalisme va évoluer vers une forme socialisée, mais il restera une structure essentielle pour la survie de l'humanité. Contrairement au communisme, qui privilégie l'épanouissement de l'État sur celui de l'individu, le capitalisme favorise la compétition entre individus tout en respectant leur potentiel personnel. Les concepts de possession, de liberté de religion et de pensée sont nécessaires à l'émancipation de l'homme actuel. Bien que le capitalisme puisse changer socialement, il demeurera un élément fondamental. Les gouvernements socialistes ou communistes seront éventuellement amenés à revenir vers le libre-échange et la liberté individuelle. Le capitalisme est considéré comme une forme involutive, générant des conditions psychologiques favorables au développement de l'ego. En revanche, l'évolution de l'esprit humain nécessite l'intégration d'une science venant des plans parallèles, qui apporterait une conscience supramentale, un savoir à tous. Les niveaux. Dans le futur, l'homme pourra entrer en contact avec des civilisations des mondes parallèles et faire venir sur Terre des sciences nécessaires à son bien-être. Pour cela, il devra effacer sa mémoire historique et planétaire pour la remplacer par une mémoire cosmique et universelle. Cela permettra à l'homme de reconnaître son identité universelle et de donner à la Terre son droit d'aîné dans le cosmos. Dans ce texte, l'auteur parle de l'évolution de l'être humain vers une conscience plus élevée et vers la reconnaissance de la lumière individuelle ainsi que de celle des autres. Il souligne la nécessité pour l'humanité de se libérer du karma planétaire et de se détacher de sa mémoire historique pour pouvoir accéder à une intelligence cosmique et à un savoir vaste. L'auteur évoque également la possibilité d'un contact avec d'autres civilisations, mais précise que cela se fera au niveau individuel et de manière occulte. Il explique que ces contacts ne seront pas rendus publics pour éviter une influence néfaste de l'astral de la planète et pour empêcher que des connaissances avancées ne tombent entre de mauvaises mains. L'influence de ces civilisations sera coordonnée, contrôlée et anonyme, avec des retombées sur le plan mondial. L'auteur refuse de parler de l'existence actuelle de ces contacts, arguant que cela est inutile. Il souligne que l'important est de se concentrer sur l'évolution personnelle vers une conscience supérieure. Selon Boulevard M, les gens qui ont accès à ces plans parallèles vivront dans une société parallèle qui cohabitera avec la société actuelle. Ces deux mondes existeront dans des espaces différents, mais le monde le plus avancé aura la capacité de se mettre en contact avec le monde existant pour élever les vibrations et changer certaines choses. Cependant, le contact entre les forces de l'involution et de l'évolution sera établi sur Terre pour permettre à l'involution de sortir de sa torpeur. Cette évolution se déroulera sur de nombreux siècles, avec une évolution de la 6e race racine suivie d'une 7e race racine plus évoluée. Dans les 50 prochaines années, la structure sociale évoluera en dépassant les formes actuelles et en surmontant les défis démographiques et ethniques. Il faudra équilibrer les ressources, améliorer les conditions de vie des pauvres, diffuser la connaissance et prendre conscience du tiers-monde. Les Nations Unies devront jouer un rôle important dans l'évolution de l'espèce humaine, et la médecine découvrira l'importance des sciences médicales parallèles pour améliorer la santé. Enfin, il sera essentiel que la science et les gouvernements étudient attentivement l'impact de la télévision sur la conscience collective de l'homme. Selon Bernard de Montréal, la télévision est souvent remplie d'énergie astrale non créative et de contenus néfastes pour la psyché humaine. Il affirme que ce n'est pas au public de déterminer ce qu'il veut voir, mais aux décideurs de prendre la responsabilité de fournir un contenu qui favorise une évolution de la pensée humaine et qui protège contre les influences astrales néfastes. Des études ont montré que la télévision a un effet dépressif sur les masses. Le rôle de la télévision devrait être d'informer, soulager et apporter de la beauté aux spectateurs, tout en contribuant à leur évolution psychologique et psychique. Les responsables du monde ont une grande responsabilité à cet égard. Cependant,
l'évolution de l'homme et la purification de son mental doivent être entreprises individuellement, en transcendant le karma et en s'appuyant sur la conscience fondamentale de l'individu. L'homme a le pouvoir de renverser cette situation en prenant conscience de sa liberté réelle. La science et les connaissances permettront à l'homme d'accéder à des vérités plus profondes et de briser le pouvoir de l'involution sur sa conscience. En ce qui concerne l'écologie du mental, Bernard de Montréal affirme que l'épuration du mental mène à sa spiritualisation, en purifiant à la fois les formes matérialistes et spirituelles conventionnelles historiques. Dans cette interview, l'auteur parle de la possibilité pour l'humanité d'atteindre un jour un mental intégral. Selon lui, dans un mental intégral, la spiritualité n'existerait plus, car elle serait considérée comme faisant partie de l'inconscient évolutif de l'âme. Il affirme que la spiritualité est nécessaire en raison des émotions présentes dans la conscience mentale de l'homme, mais que lorsqu'il aura éliminé ces émotions, il passera à un autre état, une conscience supramentale, où il n'aura plus besoin de conscience psychomatérialiste ou psychospirituelle. L'auteur soutient que l'homme atteindra une conscience intégrale, capable de percevoir instantanément la vérité ou la fausseté d'une forme ou d'une valeur, sans avoir besoin de vérité comme polarité de la conscience spirituelle. Il considère que la recherche de la vérité est saine, mais mènera finalement l'homme a dépassé ce besoin pour atteindre une conscience réelle et créative. Il prédit que cette conscience élargie permettra à l'humanité d'accéder à une science de l'énergie qui surpassera les rêves des scientifiques actuels. Quant à la possibilité de voir l'invisible, l'auteur estime qu'il est plus important pour l'homme de comprendre la nature de sa pensée et de réaliser que ses pensées ne sont pas toutes les siennes. Une fois qu'il réalise que ses pensées ne viennent pas de lui, mais sont influencées par des forces astrales, il commence à percer l'illusion de son ego pensant. L'évolution de la conscience humaine passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, l'homme doit comprendre et étudier sa propre pensée, afin de prendre conscience de sa réalité mentale et de la multidimensionnalité de son être. Il doit être en mesure de discerner entre le vrai et le faux, et de saisir les moments de lucidité nécessaires pour voir au-delà des apparences. L'étape suivante consiste à entrer en contact avec l'invisible, à communiquer avec des intelligences ou des forces invisibles. Cependant, il faut d'abord que l'homme ait une conscience solide et imperméable, sinon il sera incapable de distinguer la réalité de l'irréel et de faire face à cette expérience extraordinaire. Les contacts avec l'invisible peuvent se manifester de différentes manières. Certaines personnes peuvent commettre des actes antisociaux en prétendant agir sous l'influence de voix ou de forces invisibles. Cela montre déjà une ouverture vers une réalité mentale plus complexe et une prise de conscience de la multidimensionnalité de l'être humain. Il est important de noter que les personnes en déséquilibre mental, y compris les médiums, peuvent être influencées par l'astral et se laisser posséder par des forces invisibles. Cependant, les médiums en contact avec le haut astral peuvent recevoir des informations créatives qui peuvent aider à soulager les souffrances de l'humanité. Il est donc crucial de savoir avec qui on est en contact et de s'en libérer si nécessaire. L'objectif ultime de l'homme est de devenir libre, de ne plus être subordonné aux influences de l'invisible et de maîtriser sa propre conscience. Cela conduira à l'expansion de sa conscience, à la sensibilisation de ses corps subtils et à la réalisation de sa véritable identité cosmique. Dans l'évolution de l'humanité, il est déterminant pour l'homme d'être en contact avec des entités qui proviennent du monde de la mort, que ce soit des âmes du bas astral qui favorisent la possession et des actions antisociales, ou des hommes en contact avec le haut astral qui transmettent des messages de l'au-delà pour aider l'humanité. Cependant, à un stade ultérieur, l'homme doit devenir totalement conscient et recevoir sa pensée de son principe original, son grand moi, qui est en connexion avec son principe matériel à travers une âme transformée. À ce moment-là, l'homme ne sera plus un médium, mais simplement créatif et conscient. Elle ne sera plus influencée par des informations provenant de l'astral, qu'il soit bas ou haut, car l'astral est le monde de la mort régi par des lois aussi strictes que la gravité qui régit notre monde terrestre. L'homme doit un jour être libre de l'astral, tout comme il sera un jour libre de la gravité. En effet, l'astral maintient l'homme en gravité sur Terre, tandis que les forces de gravité sont liées à son appartenance au monde astral. Lorsque l'homme sera conscient et libre de l'astral, il pourra sortir de son corps matériel et continuer à évoluer et travailler sur d'autres plans parallèles, ou revenir dans son corps s'il le souhaite, jusqu'à ce qu'il décide de le quitter. Il est difficile pour l'homme de distinguer si ses pensées sont astrales ou mentales, sauf s'il possède des facultés particulières. Ce que l'homme doit savoir, c'est s'il est intelligent ou non. Si un individu pense ne pas être intelligent,
alors c'est une influence astrale. L'homme est un être intelligent et lumineux, même s'il ne possède qu'une petite quantité de lumière. Tout ce qui nie l'importance créative de l'individu, sa valorisation personnelle et son identité, est astral. L'attitude mentale dominante de se démolir et de se détruire est une source d'influence astrale. Il est impossible pour un être humain dans le mental de vivre une quelconque négativité par rapport à sa conscience personnelle. Ainsi, il est essentiel pour l'homme de reconnaître l'importance de son esprit et de ne pas se laisser emporter par des influences astrales négatives qui le dévaloriseraient. La discussion porte sur la reconnaissance de l'identité par soi-même ou par autrui. Selon Bernard de Montréal, si une personne généreuse et intelligente dit à quelqu'un qu'il est intelligent, cette personne devrait être suffisamment sensible pour accepter ce jugement et en tirer profit. Il est donc important que les individus se montrent généreux envers les autres en reconnaissant leurs qualités. Ensuite, la conversation aborde la possibilité qu'une personne puisse recevoir un feedback positif par l'intermédiaire d'une autre personne et comment cela peut affecter sa vie. Il est mentionné que cette réception peut être amplifiée chez l'individu, ce qui peut être problématique. Ensuite, la discussion se tourne vers la difficulté de communiquer avec des personnes astralisées et la façon de détecter si une conversation peut évoluer vers quelque chose de plus psychique et subtil. La question est de savoir s'il existe une méthode pour percevoir les choses d'une manière occulte ou psychique. Dans cet extrait, il est mentionné que lorsqu'il y a une communication entre deux personnes, il est possible d'avoir une communication intérieure qui permet de résoudre facilement les problèmes ou les anomalies qui peuvent survenir. Cependant, pour que cela fonctionne, il est important que la conscience mentale de chaque individu soit intacte et ne soit pas perturbée par des courants d'énergie astrale. F de cette communication n'est pas de rendre l'homme intelligent, mais de lui donner de la clarté en éliminant les voiles qui peuvent perturber sa conscience. Lorsque deux personnes sont en fusion et ont atteint une transformation intégrale de leur aura astrale, il est possible d'avoir une communication claire et limpide. Il est également mentionné que le narrateur est capable de sentir la vibration d'une personne et de déterminer si ce qu'elle transmet est astralisé ou non. Cependant, il ne cherche pas à occulter sa conscience par rapport à l'autre personne, car cela l'épuiserait. Dans cette conversation, il est question de l'état de veille et de conscience chez les individus. Selon l'intervenant, il est possible de reconnaître instantanément ce qui relève de l'astral et de la dimension psychique chez les autres, en pleine action, sans avoir besoin de s'asseoir pour étudier la question. Certaines personnes ont cette sensibilité naturelle pour reconnaître immédiatement les vibrations astrales. En rencontrant un groupe de médiums en France, l'intervenant souligne leur capacité à travailler ensemble et à étudier des cas de manière coordonnée, ce qui est rare dans ce domaine où l'orgueil spirituel peut souvent prendre le dessus. Il considère ces médiums comme des exemples d'une future société où la conscience collective sera humanisée à l'extrême. L'homme conscient sera capable de travailler aussi bien avec la matière que les plans invisibles, et cela permettra à la technique de servir réellement l'humanité. Ainsi, cette discussion met en avant l'idée d'une évolution de la société vers une conscience collective plus élevée et une intégration de différents plans de réalité. Dans le domaine de la construction, il est parfois difficile de travailler avec d'autres personnes en raison de différences d'ego et de préférences. Cependant, lorsque des médiums travaillent en équipe, ils sont capables de recevoir des informations qui se coordonnent pour élever la vie de l'autre. Ces médiums peuvent entrer en contact avec le plan astral et le plan mental, ce qui est extraordinaire lorsqu'on considère que cela se passe à Paris en France. Ces médiums ont une instantanéité de conscience et sont capables de se reconnaître et de travailler spontanément ensemble. Cependant, l'ego peut empêcher cette reconnaissance entre les personnes conscientes. L'ego colore les pensées générées par l'astral chez l'individu, ce qui fait que les personnes dans la construction n'ont pas la même capacité à s'intéresser à l'invisible et à contrer l'astral. Cependant, cette capacité à travailler dans l'invisible fait partie de l'évolution de l'âme. Ceux qui ont atteint un certain niveau d'évolution peuvent accéder à cette instantanéité avec l'astral. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde y a accès. C'est quelque chose vers lequel l'homme évolue progressivement. Beaucoup de gens ont des expériences dans leur vie qui les amènent à s'interroger sur l'invisible. Lorsqu'ils entrent dans leur travail ou des relations avec leurs collègues, ils perdent souvent cette sensibilité. Les signes de l'invisible sont présents dans la vie de tous les hommes, mais ils ne sont pas toujours reconnus. Une science émergente pourrait nous aider à reconnaître ces signes. Dans cet extrait, il est souligné la nécessité pour l'homme d'étudier les signes et les mécanismes profonds de la conscience humaine.
Il est également mentionné que l'homme doit reconnaître qu'il n'est pas le seul être de lumière conscient, mais que nous le sommes tous à différents degrés. L'auteur affirme que nous sommes parfois divisés en raison des notions et des conventions liées au pouvoir temporel ou spirituel qui ont été nourris pendant l'involution. Cependant, une fois que l'homme sera capable de se libérer de ces notions et conventions, il pourra s'élever dans sa créativité et sa science. L'auteur conclut en soulignant l'importance du respect des droits de tous, même pour ceux qui ont encore besoin de ces notions liées au pouvoir temporel ou spirituel.